Bien, alors on avait commencé la dernière fois le chapitre 3 sur l'évolution des systèmes en physique quantique, puis on a été interrompu par l'alarme incendie malheureusement. Donc ce qu'on avait vu, alors c'était donc c'est le chapitre 3, on était dans un grand 1 opérateur d'évolution, et puis on avait listé un certain nombre de propriétés. Donc je vous rappelle, donc l'opérateur d'évolution, c'est par définition l'opérateur qui fait passer de l'état du système. Alors je vais noter l'opérateur d'évolution de U0, de T0 à T. Je ne sais plus si je l'avais noté T, T0 ou T0T, enfin peu importe. T0 à T. Donc c'est l'opérateur qui fait passer de l'état du système à l'instant T0 à l'état du système à l'instant T. Et on avait listé un certain nombre de propriétés. Cet opérateur, d'abord, il est linéaire. Ensuite, il y a une invariance par translation dans le temps de toute la physique qui se traduit par le fait que, en fait, U ne dépend que de la différence des instants entre le début et la fin. On avait vu aussi que U devait respecter la norme des états physiques. Bon, enfin, je ne vais pas refaire le discours. Enfin, on avait vu que l'opérateur U devait être unitaire. Hein, et ça se traduit. Donc ça veut dire que la norme de psi de t est égale à la norme de psi de t', enfin, quel que soit t et t'. Et ça veut dire aussi que le produit scalaire entre deux états ne change pas si on leur applique le même opérateur évolution. Et une traduction de ça également, c'est qu'en fait, donc U croix U égale U croix égale l'identité. Donc je crois qu'on avait juste vu ça en fait, non? On en avait déduit évidemment que U a un inverse. Ah oui, on en était à peu près là. Donc il existe un opérateur qui est U-1, et en fait U-1, ce n'est rien d'autre que U croix, hein, d'après cette relation. Donc la physique est inversible. Si vous avez si vous connaissez l'état du système à l'instant t, vous connaissez l'état du système à tous les instants ultérieurs, enfin si vous connaissez l'opérateur d'évolution bien sûr, mais il en existe un en tout cas. Inversement, si vous connaissez l'état à l'instant t, vous connaissez les états antérieurs, toujours si vous connaissez l'opérateur d'évolution. Donc l'évolution inverse, c'est l'inverse de l'évolution. Alors, il y a une autre chose que je n'avais pas dite, mais qui est également, enfin, me semble-t-il, mais qui est une propriété générale de cet opérateur d'évolution, c'est la continuité. La continuité qui traduit donc la continuité de la physique elle-même. Pour passer d'un état à un autre, il faut passer par des états intermédiaires. C'est quelque chose qu'on a déjà abondamment commenté. Alors, en physique classique, ça veut dire que l'évolution des grandeurs physiques associées au système est continue. La fonction grandeur physique, n'importe quelle grandeur physique G de t est une fonction continue. En physique quantique, il n'y a pas des grandeurs physiques associées à tous les systèmes, mais il y a une notion de continuité au sein de l'espace des états, puisqu'on a un produit scalaire, un produit hermitien dans l'espace des états qui permet de définir une norme. Donc il y a un sens à parler de limite au sein de l'espace de Hilbert des états, et donc il y a un sens à parler de continuité. Alors la continuité de la physique se traduit par la continuité de l'opérateur, c'est-à-dire que U de t est continu. Ça c'est l'opérateur. Si vous voulez, donc U de t appliqué à psi de 0, ça va être psi de t. Donc cet état-là, donc dans l'espace vectoriel, dans l'espace de Hilbert des états,
ça, c'est une fonction continue. Donc, on passe de l'un à l'autre par des changements infinitésimaux. Bon, bref. Cette continuité est importante. Et il y a une dernière relation que je voulais mentionner, qui est une relation de groupe, qui traduit le fait que si vous passez de l'instant t0 à l'instant t, puis de l'instant t à l'instant t', ça vous donne la même chose que si vous passiez directement de t0 à t', évidemment. Hein. Donc, l'état à l'instant t, c'est u de t moins t0 fois l'état à l'instant t0. Ça, c'est la définition de l'opérateur évolution. Mais de la même façon, cet opérateur, je peux l'écrire, que psi de t', c'est u de t' moins t fois psi de t'. Ça, c'est l'opérateur d'évolution qui fait passer de... psi de t, qui fait passer de t à t'. Eh bien, il suffit de remplacer ici le psi de t par ce qui vaut là. D'accord ? Psi de t, c'est u de... Enfin, bref, ça, voilà. Donc, je vais l'écrire, ça va être plus simple. Donc, u de t' moins t fois u de t moins t0 appliqué à psi de t0. Il n'y a pas d'ambiguïté sur cette expression. Le produit matriciel est associatif. On pourrait mettre une vingtaine on pourrait découper un intervalle de temps en 20 sous-intervalles, ou autant qu'on veut. Et on voit ici, comme par ailleurs, psi de t' par définition, c'est u de t' moins t0 appliqué à psi de t0. On voit ici, de façon tout à fait évidente, que l'opérateur qui fait passer de t0 à t' n'est rien d'autre que le produit de l'opérateur qui fait passer de t0 à t par l'opérateur qui fait passer de t à t'. Alors, dans cet ordre-là, hein, puisqu'on applique à un état les transformations successives comme ça, donc de droite à gauche, évidemment. Donc ça, vous voyez que ça vous donne une relation de groupe. U de taux1 fois U de taux 2, premier intervalle de temps, deuxième intervalle de temps, ça, c'est U de taux 1 plus taux 2. Manifestement. D'accord ? Voilà, donc ce sont des propriétés générales. J'ai absolument pas précisé de quel système je parlais, ni de quel environnement, à quel environnement était soumis le système. Mais dans tous les cas, quel que soit le système, quelles que soient les conditions, on va voir ces propriétés-là sur l'opérateur d'évolution. Alors maintenant, on va faire ce qu'on aurait dû faire vendredi s'il n'y avait pas eu l'incendie. Enfin, le prétendu incendie. On va écrire l'évolution infinitésimale. Alors, je ne sais plus, j'en suis au 4e, 5e. 5 ? Infinitésimale. Alors, la continuité qu'on vient de mentionner permet d'écrire la forme de l'opérateur d'évolution, la forme générale de l'opérateur d'évolution pour une évolution sur un intervalle de temps petit, parce que, à coup sûr, lorsque delta t tend vers 0, pour un tout petit intervalle de temps, U de delta t, ça tend vers l'identité. Puisqu'évidemment, l'opérateur d'évolution pour un delta t 0, c'est l'identité. Les états n'évoluent pas entre un instant et le même instant, bien évidemment. Et du coup, on va simplement écrire un développement au premier ordre de U de delta t, donc au premier ordre,
en delta t, je peux écrire que U de delta t, c'est l'identité plus delta t fois un certain opérateur. Je vais le noter A. De toute façon, je vais le changer tout de suite. D'accord? Alors, vous êtes habitué à travailler au premier ordre en physique. Hein, ça correspond à faire une limite quand delta t tend vers 0. Enfin, on écrit un développement limité, si vous voulez. C'est sûr que quand delta t tend vers 0, on doit tendre vers l'identité. Donc, il y a peut-être des termes ici d'ordre supérieur, mais quand on va faire tendre delta t vers 0, c'est le premier ordre qui va l'emporter. Donc, si deux fonctions sont égales, elles sont égales à tous les ordres. Hein, donc j'écris ce développement au premier ordre. U est de cette forme-là. Alors, je vais faire une toute petite modification, mais qui ne change rien. Je vais introduire du contenu physique pour plus tard. Cet opérateur A, je vais le renommer grand H sur I H bar. Alors, pourquoi? Pourquoi pas? Pour l'instant, enfin, c'est un opérateur qui n'a pas de sens, et celui-là non plus. Alors, il se trouve que quand on fait ça, l'opérateur H, là, ça va être le Hamiltonien associé à la grandeur physique énergie. Donc, comme on le sait à l'avance, plutôt que de faire tout le travail avec A, puis à la fin de se dire « Ah, tiens, on dirait que A sur IH bar, c'est l'énergie », j'introduis directement ça, mais il n'y a aucun contenu physique à faire ça. Il y a un certain opérateur là, je peux très bien le diviser par IH bar si je veux, il n'y a pas de souci. Alors, on voit déjà que... Alors, il y a un I qui intervient, on va voir tout de suite pourquoi on met un I. C'est qu'en fait, on va montrer là dans 5 secondes que cet opérateur-là est hermitien. Enfin, son adjoint, c'est lui-même. Si on ne mettait pas le I, du coup, son adjoint serait l'opposé de lui-même. Donc, comme on aime bien les opérateurs adjoints, puisque c'est des grandeurs physiques, voilà pourquoi on met le I. Et par ailleurs, le H bar ici permet, c'est simplement un nombre, donc ça ne change rien, simplement, ça permet d'avoir H qui a les dimensions d'une énergie, parce que, si vous vous souvenez, H bar, enfin, ou H, c'est les dimensions d'une action, c'est des joules secondes. D'accord? Vous vous rappelez, E égale H nu, hein, ou H bar oméga, hein, pour un photon par exemple. Hein, donc vous avez bien l'énergie divisée par H bar qui est des secondes moins 1. Et donc si on remultiplie par delta t, ça vous donne... Enfin bref, ça vous donne un truc sans dimension, parce que ça évidemment c'est sans dimension. Hein. Donc juste faire ça, ça permet d'avoir une grandeur qui va être hermitienne, on va le montrer tout de suite, et qui a la dimension d'une énergie. Mais on est d'accord que c'est complètement général. Oui? Bien sûr, mais quand vous avez créé le développement au premier ordre, c'est la même chose que de dire que A c'est la dérivée de U par rapport à T, quand T égale 0. C'est la même chose? Oui, oui. On va intégrer pour retrouver U. Oui, après. Enfin, tout à l'heure, mais oui, on peut le voir comme ça. C'est effectivement, si on est capable d'écrire une dérivée sur U, sa dérivée par rapport à delta t, ça va être A, puisque l'identité est constante. Donc, oui. Ok, donc on est d'accord, j'introduis ce H ici en mettant un facteur ici qui a l'air arbitraire, mais il a un sens physique. Je fais simplement de cet opérateur-là qui peut être n'importe quoi, j'en fais un truc qui a la dimension d'une énergie. Pourquoi pas? Ça reste un opérateur qui pourrait être n'importe quoi. Je ne présage pas de la physique sous-jacente. Je dis simplement que, quel que soit le système, quelles que soient les conditions dans lesquelles il évolue, son opérateur d'évolution est forcément de la forme, quand delta t est petit. Donc au premier ordre, cet opérateur est de la forme, alors 1 sur i c'est moins i, donc moins i sur h bar grand H. Il existe, quoi qu'il arrive, il existe un certain opérateur grand H tel que l'opérateur d'évolution s'écrive comme ça. Hein? A fois delta t, merci. Oui, effectivement. Oui? Ah, alors, comment on trouve H? Ça dépend des systèmes, effectivement. Là, je ne m'intéresse pas à un système particulier. Je montre juste qu'il y a un certain opérateur dont on va voir qu'en un certain sens, il est le générateur des translations dans le temps. Il existe un opérateur comme ceci, tel que U s'écrive
comme ça. Enfin, voilà, Je n'ai pas compris comment on sait d'avance qu'il y aura un essai d'opérateur. Ah, ben, parce que U est continu, donc, et en U de 0, c'est l'identité. Donc, U de delta t, c'est l'identité plus un terme en delta t. Au premier ordre, plus un terme en delta t carré, si vous voulez. Mais... Oui, mais on aurait pu garder le A. On aurait pu garder le A, oui, oui, oui. Le A, je veux dire, comment on sait qu'il y a un... On va dire, comment on sait qu'il y aura un opérateur qui sera assimilé à l'énergie? Ah, on va démontrer qu'en fait, petit à petit, on va s'apercevoir que cet opérateur joue le rôle de l'énergie. Là, on démontre, on fait pas la... Enfin, ce que je veux dire, c'est que comment on sait que ce sera de l'énergie? On ne le sait pas pour l'instant. Oui, là, on ne sait pas, mais enfin, on Ah, a une idée. ah ben on va le voir. On va le voir, on va le voir. C'est l'opérateur. En fait, donc on va montrer tout de suite que ça, c'est un opérateur hermitien, c'est-à-dire que H croix égale H. Donc il correspond à une certaine grandeur physique. Et on va voir que cette grandeur physique se conserve lorsque le système est invariant par translation dans le temps. Donc c'est la grandeur physique associée à l'invariance dans le temps, donc par le théorème de Noether, c'est l'énergie. Et on verra d'autres façons, on verra d'autres arguments qui montrent que c'est bien l'énergie. Non, on ne se comprend pas, désolé. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a écrit H sur IH bar. Ouais, ouais, On savait de base que H sera ouais, en énergie. oui. Comment on l'a su ça? Ah ben, non, mais que cet opérateur-là ait la dimension d'une énergie, c'est évident si je mets H bar ici. Oui, mais pourquoi on a fait ça? Ah non, non, mais simplement parce qu'on est 100 ans après la découverte de la mécanique quantique. Non, je voulais savoir comment ils ont découvert ça à ce moment-là. Alors, ça n'a pas été fait comme ça. L'équation de Schrödinger a été établie de façon un peu en tâtonnant, par analogie, à partir de la remarque de Broglie que la matière aussi devait être une onde et il devrait y avoir des termes en E puissance I oméga t moins KR. C'est vraiment... Bon, je comprends que ça puisse être frustrant de ne pas avoir l'approche historique, mais le problème, c'est que l'approche historique, elle est complètement bancale. On a tâtonné pendant des dizaines d'années, quoi. Enfin, ouais. Et du coup, on a tenté des trucs et on a repéré des choses. Et si je vous présente l'approche historique, ça va être encore pire que ça. Vous allez dire, mais pourquoi? Enfin, parce qu'à chaque moment, c'est basé sur des expériences, sur des intuitions des gens, recoupant des choses. C'est des dizaines et des dizaines de gens qui ont été confrontés à des nouveaux types d'expériences et qui ont essayé de comprendre. Et ça a été compliqué. Ils ont fait des tas de bêtises au fil du temps. Et puis petit à petit, il est resté l'essentiel. Et au bout d'un moment, on a pris du recul et on a compris pourquoi, en fait, ça ne pouvait pas être autrement. Et c'est ça que j'essaye de vous montrer, c'est que, quoi qu'il arrive, il y a un opérateur d'évolution. Si on croit à la linéarité de la physique, il vérifie toutes ses propriétés, c'est évident. Et donc, il existe un certain A qui vérifie ça. Et maintenant, on va regarder les propriétés de A. Et A a les propriétés de l'énergie. Voilà. Et effectivement, ça avait déjà été obtenu par d'autres méthodes, mais vraiment pas rigoureuses du tout, des choses un peu en tâtonnant. Oui? S'il vous plaît? Oui? U de 0, c'est l'identité. Non, mais c'est pour dire que ça, c'est U de 0. U de delta t, c'est U de 0 plus delta t fois quelque chose. Enfin, c'est ce que j'ai écrit là, hein, c'est juste ça. Okay. Bon, donc, encore une fois, je pourrais travailler avec A, mais à la fin, on ferait A divisé par IH bar pour avoir l'énergie. Donc, on va montrer que c'est bien l'énergie, mais pour l'instant, c'est juste un opérateur comme un autre. Alors, voyons que H est hermitien, ça c'est très simple. Une condition qu'on a vue pour l'opérateur U, c'est qu'il doit être unitaire. Ça veut dire que U croix fois U, ça doit être égal à l'identité. Alors, U croix, c'est U croix de delta t à chaque fois. Je ne renote pas les delta t, c'est celui-là. Alors, U croix, sachant que U, c'est ça, eh bien, c'est I croix, c'est-à-dire I, moins I delta t devient plus I delta t sur H bar, et H croix. Donc, voilà
l'opérateur U croix, et si je multiplie par l'opérateur U, donc fois ça, là, j'ai ça, et j'ai juste à développer, j'ai un produit d'opérateurs, et donc ça me fait I croix fois I, c'est-à-dire I, enfin I croix de toute façon c'est I, l'identité fois l'identité, ça fait l'identité, donc I. Ensuite, j'ai plus I delta T sur H bar, H croix fois l'identité, c'est-à-dire H croix, moins I fois H, c'est-à-dire H, plus des termes en delta T carré, des termes d'ordre delta T carré. Je travaille au premier ordre, donc évidemment, ils sont négligeables. Si vous voulez, je fais tendre delta T vers 0. Et donc, je vois immédiatement que si... Enfin, la seule façon, là, que U soit unitaire, c'est-à-dire que U croix U soit égal à I, c'est que ce H soit égal à son adjoint, et donc que H soit un opérateur auto-adjoint. Oui. Le dernier? Oui, enfin, c'est ce terme d'ordre... oui, ce terme, en fait, oui, vous avez raison, on peut l'écrire explicitement. C'est en fait plus delta T carré sur H bar carré, H croix H. Donc, non, mais il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Je travaille au premier ordre, donc j'ai ça. Par conséquent, si U est unitaire, et il doit l'être pour des raisons physiques profondes qu'on a mentionnées, eh bien, il faut que ça soit nul. Et donc, H croix égale H. C'est la seule raison pour laquelle on a mis un I ici. Hein, c'est pour avoir un opérateur auto-adjoint directement. Si je n'avais pas mis de I, j'aurais obtenu A croix égale moins A. C'est un opérateur anti-hermitien. Et après, j'aurais dit, bah, du coup, j'ai qu'à multiplier par I ou diviser par I, c'est pareil. Enfin, à un signe près. Et j'aurais obtenu, et j'obtiens une grandeur physique. Donc voilà, le H ainsi introduit est un opérateur auto-adjoint et il correspond à une grandeur physique. Cette grandeur physique, on va voir, mais pour l'instant, ce n'est pas dit encore, qu'en fait, c'est l'énergie, enfin, c'est ce qui correspond en physique classique à l'énergie. Et donc ça, c'est une observable. Et on l'appelle hamiltonien. Hein, vous avez fait un petit peu de physique hamiltonienne, je pense, enfin lagrangienne, avec l'introduction du hamiltonien, qui joue le rôle de l'énergie. Donc, alors, sixièmement, opérateur hamiltonien, bon, c'est juste pour le nommer. Donc H s'appelle le hamiltonien et est appelé hamiltonien. Et alors on dit, on verra une généralisation de ça, on dit qu'il est générateur, qu'il est le générateur des translations dans le temps. Et ça, alors, ça a un sens mathématique précis qu'on va préciser petit à petit quand on va voir le générateur des translations dans l'espace et le générateur des rotations dans l'espace. Donc, c'est une formulation mathématique lorsqu'on a affaire à un groupe de transformations. Et on a vu ici que l'opérateur évolution est bien un groupe de transformations, au sens où vous pouvez prendre deux membres de ce groupe, U de T1, U de T2, et vous les multipliez, et ça vous fait un autre membre du groupe, avec une loi de groupe qui est celle-là. U de T1 fois U de T2, c'est U de T1 plus T2. Donc quand vous avez des groupes comme ça, qui sont des groupes continus, c'est-à-dire des groupes qui dépendent d'une variable continue, ici le temps, hein, donc bon, il y a une théorie mathématique générale de l'étude de ces groupes-là, on appelle groupe de Lie, dans laquelle la notion de générateur a une définition bien précise. Je vous dis ici, dans ce cas-là, ce à quoi ça correspond. Donc, ça veut dire précisément que, effectivement, U s'écrit comme ça, en fait. Donc, U de delta T égale I. Alors, on est d'accord que les facteurs de normalisation sont arbitraires. C'est juste pour donner une dimension physique aux grandeurs.
Donc voilà en fait la définition. Alors ça devrait être, enfin c'est limite quand delta t tend vers 0, d'accord, de U de delta t, enfin U se comporte comme ça au premier ordre. Donc peut-être qu'en toute rigueur, il faudrait mettre un truc comme ça, c'est équivalent. Ce qui est à gauche est équivalent à ce qui est à droite en tant que fonction du temps lorsque delta t tend vers 0. Oui. Mais cela veut dire qu'on n'a pas toute la formule de U. On a une approximation. Alors, maintenant la question c'est que vaut U. Alors l'idée c'est que justement, vous avez cette loi de groupe. Et cette loi de groupe vous permet d'obtenir la transformation sur un intervalle de temps fini à partir des transformations infinitésimales, simplement en l'itérant. D'accord? Alors voyons ce que ça donne. Bon, je ne pensais pas le faire comme ça, mais on va le faire des deux façons. Parce que c'est instructif. Est-ce que j'ai un numéro pour ça? Bah, non, avant de passer au grand 2, je vais répondre à votre question de la façon suivante. Donc, vous avez U, donc U de delta t qui vaut ce que j'ai écrit là-bas. Si vous faites U de n fois delta t, ça va faire U de delta t fois U de delta t fois U de delta t et puissance n. D'accord? Enfin, U de delta t puissance n, justement par la loi de groupe ici, par celle-ci. Donc si vous voulez calculer U sur un intervalle de temps fini, sur un intervalle de temps tau, en fait, alors la formule qu'on a écrite, elle est strictement juste quand delta t tend vers 0, mais du coup, vous voyez que vous pouvez écrire que c'est la limite quand n tend vers l'infini de U de tau sur n puissance n. Ça, c'est un temps qui est de plus en plus petit quand n augmente. Et donc, ça va être de plus en plus... Enfin, et par ailleurs, on a toujours ça. Et donc, on va s'approcher... Enfin, ça, c'est vrai, en fait. Ça, c'est vrai quel que soit n. D'accord? Donc, c'est vrai aussi quand la limite tend vers l'infini. L'avantage, c'est que quand la limite tend vers l'infini, tau sur n, il tend vers 0. Et donc, je peux remplacer ce U-là, quand n devient très grand, par 1 moins I sur h bar, machin. Donc ça, c'est bien limite, quand n tend vers l'infini, de 1, enfin quand je dis 1, c'est l'identité, bien sûr, 1 moins I, alors le delta t, c'est tau sur n, moins I tau sur nh bar grand H, puissance n. Et ça, au moins formellement, enfin, vous devez savoir que la limite, quand n tend vers l'infini, de 1 moins x sur n puissance n, vous connaissez cette limite? C'est exponentielle de x. Et donc, U de tau, eh bien, c'est E puissance moins I H tau sur H bar. Oui? Pourquoi de n delta t c'est égal à u de delta t à la expression? Parce que pour faire delta t, on peut découper, c'est ça en fait, on peut découper le delta t en plein de petits intervalles, et à chaque fois, pour passer d'un temps à l'autre, c'est pareil que passer de lui à lui, puis de lui à lui, donc on multiplie les matrices. Okay? Et là, alors évidemment, là maintenant, on peut refaire un développement limité pour tau petit, et on va bien retrouver on va bien retrouver ça, bien sûr, hein, au premier ordre. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est en ce sens-là précis qu'on dit que l'opérateur qui intervient dans ce développement-là, qui est en facteur du delta t, enfin, je sais plus où c'est, là, c'est le générateur des translations dans le temps, puisque, en fait, en l'itérant plusieurs fois, on peut retrouver, moyennant la loi de groupe, hein, qu'on a implémentée ici, avec le puissance n, on peut retrouver une transformation finie à partir des transformations infinitésimales. Donc,
Le générateur, c'est ce qui vous donne la transformation infinitésimale, et à partir de ça, vous pouvez avoir la transformation complète. Oui. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire moins i? On ne pourrait pas... On pourrait prendre plus i. On pourrait prendre plus i. Si on prenait plus i, on aurait juste h qui est moins h, du coup. Bon, bah, celui qui correspond à l'énergie, en physique, l'énergie est physique, est positive. On aurait pu décider d'appeler l'énergie moins l'énergie. Bon, celui qui va s'avérer correspondre à l'énergie, c'est en fait celui-là. Mais à nouveau, à ce stade, H, c'est juste un opérateur. En tout cas, il existe, quel que soit le système, quelles que soient les conditions d'évolution, il existe un opérateur tel que, pour une transformation infinitésimale, la loi d'évolution s'écrit comme ça. Et effectivement, à partir de ça, qui est donc le générateur des translations dans le temps, on peut obtenir la transformation pour un temps fini par itération, passage à la limite, etc. Alors, je vous fais quand même remarquer que ceci est vrai à condition que h ne dépende pas du temps. Parce que là, on a itéré n fois le même opérateur u avec le même h. Si au fil du temps, h varie, alors évidemment, là on a supposé qu'h était constant, hein, d'accord? C'est au puissance x parce que x est constant. D'accord, si h varie, ça va plus être ça. Mais néanmoins, pour un delta t petit, ça s'écrit comme ça, et en ce sens, c'est le générateur des translations dans le temps. Rien n'empêche, dans un système général, que ce h-là aussi dépende du temps. Évidemment, des situations où les conditions d'évolution dépendent du temps sont très classiques en physique. On ne les verra pas cette année, mais évidemment, on sait faire de la physique quand ça dépend du temps. Hein. On repart au niveau infinitésimal, et de toute façon, on a l'équation, on va avoir l'équation d'évolution du système comme une équation différentielle, comme toujours en physique, comme ce à quoi vous êtes habitués. Alors, je vais peut-être laisser ça un petit peu, et puis on va donc passer au grand 2. Équation de Schrödinger. Donc maintenant, on va montrer l'équation de Schrödinger de façon générale. Équation de Schrödinger et évolution. Alors, premièrement, équation d'évolution. Donc, je vais l'écrire directement avec U. Donc, je vais écrire l'équation d'évolution de l'opérateur évolution lui-même, et on en déduira l'équation d'évolution des états. Je pourrais faire l'inverse, mais bon. Alors, ce qu'on a vu, c'est que U pour passer de t à t plus dt, c'est-à-dire c'est le U de dt, mais en partant de t, si les conditions ne changent pas dans le temps, ça ne dépend pas du t dont on part, mais je l'écris de façon complètement générale ici. U de t et t plus dt est égal donc à l'identité moins i dt sur h bar h. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que... Alors, je peux... oui, je vais écrire que U de 0 à t plus dt, c'est U de t à t plus dt fois U de 0 à t. OK ? À nouveau, j'utilise la relation de groupe qui est évidente. Pour passer de 0 à t plus dt, je passe d'abord de 0 à t, puis après de t à t plus dt. Oui ?
Oui, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est ce produit de matrice-là, parce que ça va être l'application de ça à psi de 0, qui donne ça, ça donne psi de t, et tout ça, ça donne psi de t plus dt. D'accord? Ouais. Donc c'est bien dans ce sens-là. Ok, alors, pardon, je réefface ça. Pas créer de confusion. Donc on est d'accord. Cet opérateur-là, c'est celui-là fois celui-là. Alors celui-là, je ne sais pas ce qu'il vaut. Par contre, celui-là, je sais ce qu'il vaut, puisque celui-là, il est sur un intervalle de temps dt. Donc je peux écrire que celui-là, il vaut ça. Donc j'écris ici l'identité fois ça, moins i dt sur h bar fois h fois ça. Donc ça fait l'identité fois ça, ça fait bien sûr u de 0 et de t. Et puis j'ai moins i dt sur h bar, h appliqué à u de 0 et de t. OK? J'ai juste écrit le développement. Et bah, simplement, du coup, j'ai u de 0 t plus dt moins u de 0 à t divisé par dt. Alors, je vais multiplier par h bar et diviser par moins i, c'est-à-dire multiplier par i. Hein, donc, je multiplie à gauche et à droite par i h bar, si vous voulez. Et donc, ça fait hu de 0 à t. Alors ça, en fait, c'est à la limite où dt tend vers 0, hein, puisque pour pouvoir écrire ça égale ça, il faut que dt tende vers 0. Et donc, en fait, la limite quand dt tend vers 0 de ça, bah, par définition, c'est la dérivée de u de 0 à t sur dt. Donc, j'ai i h bar du sur dt donc de 0 à t, qui est égal à h u de 0 à t. Bah voilà, donc j'ai rien écrit d'autre que ce qu'on a déjà écrit, c'est-à-dire que u au premier ordre, c'est l'identité plus un truc. Donc l'opérateur, vous voyez effectivement que h, appliqué à u en tout cas, c'est ih bar d sur dt. Donc ça, si vous voulez, c'est l'équation de Schrödinger sur l'opérateur d'évolution. Et on va écrire tout de suite, dans une seconde, comment ça se traduit pour non plus l'évolution de l'opérateur d'évolution, mais l'évolution des états eux-mêmes. Mais avant, je vais faire une remarque là-dessus, parce que maintenant, on peut intégrer cette équation, donc pour avoir u de 0t, on va retrouver évidemment ça. Hein. Mais là, on voit explicitement qu'on retrouve ça si h ne dépend pas du temps. Ce h, il pourrait dépendre du temps, d'accord? Les conditions d'évolution du système pourraient dépendre du temps. Par exemple, on en a vu un hamiltonien dans un TD, enfin vous en avez vu un dans un TD, quand on avait un spin en interaction avec un champ magnétique. Hein. Peut-être même on l'a écrit nous, je ne sais plus. Comme j'ai corrigé les TD en vidéo, je ne sais même plus si c'était avec vous ou pas. Mais en tout cas, H, donc on avait écrit H égale, en gros c'était l'équivalent de moins mu scalaire B, là, avec ici le mu, enfin l'opérateur moment magnétique qu'on a vu pour le spin 1,5. Donc, vous voyez que H peut très bien ne pas dépendre du temps si B ne dépend pas du temps. Hein. Donc vous avez un spin dans un champ magnétique, son opérateur d'évolution ne dépend pas du temps dès lors que le champ magnétique ne dépend pas du temps. Alors si c'est le cas, si H ne dépend pas du temps,
eh bien, cette équation s'intègre de façon évidente. Hein, si c'était une fonction, vous avez IH bar df sur dt qui vaut un certain nombre grand H fois f. Hein, et donc vous faites df sur f égale h sur IH bar dt. Et donc ça fait f égale f0 e puissance AHT sur IH bar, c'est-à-dire puissance moins I HT sur H bar. Enfin bref, ça s'intègre de la même façon. Alors, ça marche aussi pour des opérateurs parce que formellement, l'équation va être vérifiée. Je vais l'écrire et on va voir. Donc ça nous donne effectivement, en fait, ce qu'on a écrit en haut. Hein, c'est une autre façon de démontrer la même chose. Ça nous donne que U de 0 à t. Alors, je ne le dis plus qu'on part de 0. De toute façon, il n'y a rien qui dépend du temps, donc ça dépend vraiment que de l'intervalle de temps. J'ai U de t qui est égal à... qui est égal à U de 0. Mais U de 0, c'est l'identité. D'accord? Donc, le point de départ, on le connaît. Identité fois, je vais quand même l'écrire, identité, fois E puissance moins I H T sur H bar. Et sauf erreur, c'est ce qu'on a écrit là. Voilà. Oui? Exponentielle AHT sur IH bar. D'accord? C'est-à-dire moins IHT sur H bar. Mais comment je n'ai pas compris comment on est arrivé à ce résultat, en fait. Celui-là? Par la loi de groupe. Je sais que pour passer de 0 à t plus dt, je peux le faire en passant d'abord de 0 à t, puis de t à t plus dt. Or, celle-là, elle est infinitésimale. Donc, elle s'écrit comme ça. Parce qu'on a écrit, c'est la même chose que U de dt? Oui, c'est U de dt. Oui, oui. Oui, oui. Ça ne dépend que de la différence des temps. C'est le U de... Je l'ai mis explicitement là pour que vous voyez que je passe d'abord, je vais d'abord à t, puis à t plus dt. Mais c'est le U de dt, c'est celui-là, quoi. C'est ça, enfin. C'est la même chose que l'identification dans l'équation de OI moins IDT sur H bar de H. C'est la même chose que l'identification du second terme comme la dérivée de U par rapport au temps. Oui, 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 oui. Ça revient à ça, absolument. Voilà. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement cette exponentielle? Mais je pense qu'on l'avait vu il y a quelque temps, et vous avez dû le voir dans le TD, parce qu'on n'a pas défini l'exponentielle d'un opérateur. L'exponentielle d'un nombre, on sait ce que c'est. Mais l'exponentielle d'un opérateur, en fait, on l'a défini formellement via le développement limité de puissance x, si vous voulez. Le développement limité de puissance x, c'est 1 plus x2 sur 2 factoriel, plus x3 sur 3 factoriel, etc. Et ça converge, quel que soit x, enfin tout va bien. Eh bien, on définit formellement l'exponentielle d'un opérateur A comme étant 1, c'est-à-dire l'identité, plus l'opérateur lui-même, plus l'opérateur au carré sur 2 factoriel, plus l'opérateur au cube sur 3 factoriel, etc. Et donc, si vous dérivez ça maintenant, si le A ici dépend du temps, et que vous le dérivez par rapport au temps, eh bien, vous allez faire sortir des termes, et formellement, vous allez pouvoir montrer que, effectivement, la dérivée de cet opérateur-là, c'est bien égal à h fois lui-même. Oui, il y a une question par là. Oui, alors, tel qu'on l'a fait, U dépend que de t, mais je ne présage pas du fait que U pourrait dépendre d'autre chose, par exemple de l'espace, c'est-à-dire... Si le hamiltonien, c'est l'interaction avec un champ magnétique, si le champ magnétique dépend de l'espace, eh bien l'opérateur d'évolution pour le système quand il est là ou quand il est là ne va pas être la même, parce que ce n'est pas le même champ B. Donc ça peut dépendre d'autre chose. Donc juste je mets un des ronds au cas où, enfin, a priori ça peut dépendre de plein de choses. Là, c'est juste la partie temporelle. En ce qui concerne le temps, de toute façon, ça se passe comme ça. Ok, donc si h ne dépend pas du temps, on a en fait une expression formelle de U. Alors évidemment, il faut connaître h, mais ça, oui, d'accord. Si on a h, on a u. Maintenant, si h dépend du temps, alors je vais juste vous donner, juste pour votre culture, parce qu'on ne traitera que des situations où h ne dépend pas du temps.
Si h dépend du temps, ça ne change rien conceptuellement, c'est juste les calculs sont un peu différents. Bon, bref, il faut savoir comment il en dépend, mais conceptuellement, c'est la même physique que h dépend du temps ou pas. Alors, si h dépend du temps, alors là, il y a deux cas. Soit, il y a une question là-bas, oui. Oui, il fait passer de l'état à l'instant t à l'instant t plus. Comment il peut ne pas dépendre du temps en translatant dans le temps? Ah ben, non, parce que c'est l'opérateur qui s'applique à l'état du système. L'état du système dépend du temps, mais l'opérateur qui dit comment on passe de l'instant t à l'instant t plus t, il ne dépend pas forcément du temps. D'accord? Oui. Alors, s'il dépend du temps, mais donc là, le sous-cas que j'étudie là, c'est le cas où h dépend du temps, mais à chaque instant, enfin, le hamiltonien de chaque instant commute avec le hamiltonien des autres instants. Alors, je vais l'écrire formellement, ça va être plus simple, mais quel que soit T1 et T2, h à l'instant T1 commute avec h à l'instant T2. Donc, si j'écris le commutateur, il vaut 0. Donc là, typiquement, dans notre exemple du spin qui interagit avec un champ magnétique, l'idée, c'est que le champ magnétique, il va pouvoir changer au cours du temps, mais en gardant la même direction. D'accord? Il y a des cas où ça ne commute pas, oui. Par exemple, si le spin qui interagit avec un champ B se trouve dans un champ B qui dépend du temps et dont la direction dépend du temps. Hein, donc, si je réécris H égale, donc on avait vu moins mu scalaire B, c'est-à-dire en fait moins, alors, donc on va, donc le mu c'est, il y a le facteur de Landé, machin, enfin bon, je vais écrire directement gamma, enfin bon, allez, G gamma, donc le spin, donc ça va être Sx Bx plus Sy By plus Sz Bz, d'accord? Voilà, l'opérateur, il y a un facteur, peu importe, enfin, il y a peut-être du h bar là, 2 sur h bar en fait, enfin bref. Donc, si les composantes ici dépendent du temps, évidemment, l'opérateur hamiltonien dépend du temps. Mais si, par exemple, on est orienté dans la direction x et qu'on reste dans la direction x, à deux instants, Sx commute avec Sx, et donc l'opérateur à l'instant T1 et l'opérateur à l'instant T2 commutent. Par contre, si à un instant suivant, on avait démarré suivant x avec juste du Bx, et puis au bout d'un moment, il y a du By, alors Sx et Sy ne commutent pas, et donc les opérateurs H à deux instants différents ne vont plus commuter. Alors ça change l'expression formelle de U lorsque ça dépend du temps, mais que ça commute quels que soient les deux instants, ça commute. On peut écrire l'expression formelle de U. Je vais prendre l'autre tableau. Donc, dans ce cas-là, on a U de T. Donc, quand on intègre cette équation, on ne peut plus faire l'exponentielle, puisque ça dépend du temps maintenant. Alors, on peut montrer que c'est égal à, toujours l'identité, fois E puissance, donc je peux retirer l'identité, puisque l'identité fois un opérateur, c'est lui-même. Donc E puissance moins I, alors c'est plus H fois T sur H bar, donc il y a moins I sur H bar, et c'est somme de 0 à T de H de T, H de T', dt'. Une intégrale. Somme de 0 à T de H de T', dt'. Alors on voit bien que ça, lorsque H ne dépend pas du temps, ça sort de l'intégrale, et somme de 0 à T de dt', c'est T, et donc on retrouve évidemment ça. Donc voilà l'expression formelle. Vous pouvez vérifier, simplement en dérivant ça par rapport au temps, que ça donne bien, H sur moins I, enfin sur I H bar fois U. Oui. Pardon? Gamma.
Ah, c'est le facteur gyromagnétique. Et ça, c'est le facteur de Landé. Ben non, mais en fait, il est déjà compris dans gamma. Une constante. Voilà, mettez une constante. On l'a écrit déjà plusieurs fois, mais il y a un h bar sur 2 aussi, enfin, qui vient compenser celui-là. Donc, il y a un 2 sur h bar, en fait. Bref, peu importe. Une constante. D'accord? Donc, alors, vous voyez que la condition de commutation de h avec lui-même, à d'autres instants, est importante parce que là, en fait, vous avez une somme. Vous avez un produit, enfin, quand vous écrivez l'exponentielle, là il y a une somme, h à l'instant t plus h à l'instant t', etc. L'exponentielle de la somme, pour pouvoir écrire que ça c'est e puissance a fois e puissance b, encore faut-il que a et b commutent. D'accord? S'ils commutent, vous pouvez écrire le développement... la définition ça pour ça et ça, enfin formellement ça va fonctionner, c'est comme ça qu'on montre avec des nombres cette égalité-là, encore faut-il qu'ils puissent commuter. Pour les nombres c'est évident, le produit dans R ou dans C commute, mais pour les opérateurs c'est pas évident. Enfin non seulement c'est pas évident, mais c'est pas vrai en général. Donc pour que ceci soit possible et que cette expression donne bien ce qu'on veut, on a besoin qu'il commute et donc voilà. Maintenant s'il ne commute pas, bon, bah, du coup, je ne vais pas l'écrire. C'est une expression plus compliquée qui s'appelle... donc, je vais juste écrire ça. Si h dépend du temps et pas de commutation, enfin, et donc h de t1, h de t2 différent de 0, en tout cas... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas vrai que c'est nul, quel que soit T1 et T2. Donc, voilà. À ce moment-là, il y a une expression compliquée, comme une somme infinie de termes avec plusieurs intégrales ici, les unes derrière les autres. Une fois qu'on l'écrit, on voit à peu près pourquoi c'est comme ça. Je ne vais même pas l'écrire. Ça s'appelle les séries de Dyson, juste pour votre culture. Et bon, je ne l'écris pas, on s'en fiche. De toute façon, on ne traitera même pas cette situation-là, donc pas de souci. Enfin, peut-être si dans une application, on verra. Mais, ouais. Et pour les cas réels, c'est dans quel cas, enfin, l'hamiltonien, il sera dépendant. Ça dépend, encore une fois, si vous vous intéressez au mouvement d'un spin dans un champ B qui est constant, bah, le hamiltonien ne dépend pas du temps. Le cas réel, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, en général, les choses dépendent du temps. Enfin, pas toujours non plus. Enfin, quand vous faites un IRM, ouais, si, non, vous avez un champ B qui va, en général, qui va varier. Oui. La plupart du temps, ça dépend du temps, mais est-ce que on a les hamiltoniens qui commutent ou pas? Bah, encore une fois, ça dépend. Si ça dépend du... Enfin, je vous ai donné un exemple où évidemment, ça commute. C'est si le champ B varie, mais reste dans une direction fixée. Et un exemple où ça ne commute pas, c'est si en plus ça change de direction. Donc, dans le cas général, ça ne va pas commuter. Si vous faites pas attention pour que ça commute, ça ne va pas commuter dans le cas général. Et du coup, c'est plus compliqué à résoudre. Mais enfin, ça, oui, en physique classique aussi, hein, si on fait un vrai cas, enfin, que se passe-t-il quand je lance cet objet? Si je simplifie tout, que je dis qu'il n'y a pas de frottement de l'air, etc., je sais résoudre. Et puis que je dis que G est constant, c'est facile. Maintenant, en vrai, G dépend un petit peu de l'altitude. En plus, il y a des frottements de l'air. Et là, déjà, on ne sait plus résoudre. Juste, c'est impossible. Donc, on se met dans des situations où on sait faire. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on comprend fondamentalement ce qui se passe et que si on avait la puissance de calcul qui permettait de prendre tout en compte, on saurait le faire. Mais... Oui? Non? Oui? Ouais. Oui, c'est... Voilà. Ah, donc ce truc-là, si h est constant, ça donne bien le h constant fois t. Et donc on retrouve ça. Hein, d'accord. Donc c'est... Encore une fois, j'arrive tout de suite. On ne traitera, nous, formellement, que des cas où h ne dépend pas du temps. Mais si h dépend du temps, il n'y a pas de souci. L'équation est valable et on peut simplement repartir de là avec un h qui dépend du temps. C'est tout. Oui? Est-ce qu'on a déjà prouvé que H est l'opérateur qui nous donne l'énergie? Oui, oui. Ah si. H, c'est l'opérateur associé à l'énergie. On va le voir tout de suite.
Ok. Donc ça, c'est l'équation de Schrödinger écrite pour l'opérateur évolution. Maintenant, on va l'écrire l'équation de Schrödinger la plus célèbre, celle qui explique comment les états varient au cours du temps. Donc, équation du... J'en suis où, moi? Oui, bah, c'est tout. Alors, donc c'est le même, premièrement, je veux dire. Donc, maintenant, on a U de t appliqué à psi de 0, c'est psi de t. D'accord? Par définition. Et donc, si j'applique ça à psi de t, eh bien, je vois que j'ai IH bar d de psi de t sur dt qui est égal à grand H fois psi de 0, fois psi de t, pardon. Voilà. Donc ça s'appelle l'équation de Schrödinger. Donc vous voyez, ça se démontre en une ligne. Enfin, j'ai d'abord démontré celle sur U et puis ensuite je l'applique à psi, mais j'aurais pu directement le démontrer sur psi. Je le fais là, ne le notez pas forcément, mais juste que vous voyez, c'est vraiment une ligne. On a vu que U, c'est 1, enfin, l'identité moins I, donc U, passer de t à t plus dt. Hein. C'est I plus I dt sur H bar H. Et donc, si vous appliquez ça, vous appliquez tout ça à psi de t, d'accord? Ça fait U, donc, j'applique tout ça à psi de t. U de t, t plus dt appliqué à psi de t, ça donne psi de t plus dt. Et ça, appliqué à psi de t, ça donne psi de t pour l'identité, moins I dt sur H bar, H appliqué à psi de t. Et donc, ça moins ça divisé par dt, enfin voilà, enfin donc ça directement. Ok? C'est une ligne, hein? Oui? Là, oui. Égale I, l'identité, moins I dt sur... D'accord? Au premier ordre en dt, ça donne ça. Donc en limite, enfin quand ça tend vers 0, allez, je vais l'écrire explicitement. Psi de t plus dt alors à chaque fois, ça c'est au premier ordre, c'est strictement vrai quand dt tend vers 0, donc ça aussi. Et donc on a donc l'équation de Schrödinger, c'est pas un postulat de la physique quantique. C'est une conséquence directe du formalisme général dans lequel on a simplement dit que la physique était linéaire en plusieurs sens. Un, on peut faire des combinaisons linéaires entre les états, c'est-à-dire qu'il y a un espace des états qui est un espace vectoriel. Et deux, l'évolution des systèmes se fait de façon linéaire, c'est-à-dire que si vous partez d'une combinaison linéaire que vous faites évoluer, eh bien ça vous donne la combinaison linéaire des évolutions. À partir simplement de ça, on a écrit en deux lignes que... Et la physique est continue. La physique est continue, par conséquent, U pour un dt qui est égal à 0, ça vaut l'identité. Donc pour un dt qui n'est pas égal à 0, eh bien au premier ordre, ça s'écrit comme ça. On veut que U soit unitaire, par conséquent ce H-là est hermitien. Et simplement, écrire ça, c'est-à-dire ça là, écrire ça ou écrire l'équation de Schrödinger, c'est pareil. De là, on obtient ça en une ligne, celle-ci. Deux lignes. Oui? Mais on peut aussi prouver que H c'est l'opérateur linéaire.
Non, je suis d'accord, mais l'équation de Schrödinger dit qu'il existe un opérateur, quel que soit le système, quelles que soient les conditions d'évolution, il existe un opérateur tel que les états évoluent de cette façon-là. Maintenant, ce que vaut ce H, évidemment, c'est là qu'il va y avoir tout le contenu de la physique. Si je change de système, je change de condition, l'évolution va être différente, donc le H va être différent. Donc, ce que ça veut dire là, c'est que, quel que soit le système, il existe un opérateur H qui gouverne l'évolution des états du monde. Maintenant, ce qu'il vaut, cet opérateur H, va dépendre de la situation, évidemment. Mais, de toute façon, les lois de la physique s'écrivent comme ça. Ça, c'est la conséquence de la physique quantique. Il existe un H tel que. Oui ? Oui, donc ça veut dire qu'effectivement, on peut écrire formellement que l'opérateur H, c'est l'opérateur IH bar D sur DT. Alors, oui, cet opérateur agissant dans l'espace des états, c'est le même que cet opérateur-là agissant dans l'espace des états. Voilà, absolument. En tout cas, voilà la forme des lois de la physique. Mais tant que je n'ai pas dit ce que valait H, évidemment, ce n'est pas d'une grande utilité. Mais en tout cas, c'est cette forme-là. D'accord ? Et donc ça s'appelle l'équation de Schrödinger. Bien. Alors, quelle heure est-il ? Est-ce que... Oui ? Dans ce cas, on ne pourrait pas simplement définir H comme IH bar D sur DT et l'équation de Schrödinger sortait comme si c'était... Oui. Enfin... Sauf que là, ça montre que cet opérateur-là, il est hermitien. C'est une grandeur physique. Ah ouais. C'est un opérateur qui agit dans l'espace des états, qui est hermitien, qui est... Voilà. Bon, allez. Alors, deuxièmement, état stationnaire. Et maintenant, on va voir que ce H, effectivement, il n'est pas sans rapport avec l'énergie. Oui. Est-ce que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant fonctionne dans tous les cas, dans le cas général, même relativiste ou pas? On n'a pas introduit des... Oui, alors il faut faire attention parce que T, du coup, dépend du référentiel. Donc, mais... Alors, 2 états stationnaires. Bien, alors, ce qu'on a vu, oui, dorénavant, je me mets dans le cas où H ne dépend pas du temps. Si H dépend du temps, ceci reste vrai, hein, on est d'accord. Le H, là, il pourrait dépendre du temps. Maintenant, je me mets dans le cas où il ne dépend pas du temps, parce qu'il y a des choses très sympathiques qui se passent quand H ne dépend pas du temps. Alors, H est hermitien, on l'a vu. Ça, c'est la condition nécessaire, et suffisante d'ailleurs, pour que l'opérateur U soit bien unitaire. Donc, H égale H croix. Enfin, donc, il est hermitien, et par conséquent, il est associé à une grandeur physique hein, c'est une observable, comme on dit. Et comme tout opérateur hermitien, comme tout observable associé à une grandeur physique, il est donc diagonalisable en base orthonormée. C'est-à-dire qu'il existe une base de vecteurs propres. Il existe une base orthonormée de vecteurs propres de H. Alors une base de quoi? Une base de l'espace des états, on est d'accord, hein? Notre système a un espace des états qui est un espace de Hilbert. H est un opérateur sur cet espace de Hilbert.
qui est auto-adjoint, il existe une base de vecteurs propres. Et je vais les noter. Alors, je vais les noter pour l'instant psi n. Pour n dans un ensemble d'indexation. Alors, si on est en dimension infinie, n, ça va être grand N, enfin l'ensemble des entiers naturels. Si on est en dimension finie, ça va être ça va correspondre au nombre de dimensions. Pour le cas d'un spin 1,5, il y a 2 dimensions, très bien. Mais... Donc, il existe une base de vecteurs propres de H. Je note phi n et je note En, E comme énergie, bien sûr, mais enfin, c'est juste une lettre. En, la valeur propre associée à psi n. Autrement dit, H appliqué à psi n, c'est En psi n. Là, il n'y a rien de mystérieux. J'ai un opérateur auto-adjoint. Il a une base de vecteurs propres. Je l'appelle psi n. Et les valeurs propres associées, je les note En. Quel que soit le système, quelles que soient les conditions d'évolution, il existe un H et il existe une base comme ça. Très bien. Alors, le point clé maintenant, c'est que pour ces états-là, ça va être très facile de résoudre l'évolution du système, puisque par ailleurs, après l'équation Schrödinger ici, H appliqué à psi n, c'est I H bar d sur dt psi n. J'ai donc, effectivement, je vais l'écrire comme ça, d sur dt de psi n. Alors là, suite à votre question tout à l'heure, c'est des dérivées rondes parce que psi n pourrait dépendre d'autre chose. Mais pour ce qui est du temps, la variation en fonction du temps, c'est d psi n sur dt égale donc moins i sur h bar h psi n, c'est-à-dire moins i en sur h bar psi n. Et par conséquent, ceci s'intègre, là pour le coup, c'est bien une exponentielle de nombre, là, tout à l'heure c'était des opérateurs, ça ne change rien. On a bien donc psi n de t qui va être égal à, alors, donc à e puissance moins i ent sur h bar. Alors, il y a une ambiguïté là dans la notation. Comment je m'en suis sorti dans mes notes? Oui, je m'en suis pas mieux sorti que là. L'ambiguïté, c'est que donc la base de vecteurs propres, je la considère fixe. La base de vecteurs propres que je choisis, elle est ce qu'elle est, et je vais rapporter tous les vecteurs à cette base-là. Alors, je vais la noter psi n de 0, mais l'ambiguïté, c'est que je veux des vecteurs propres, je veux des vecteurs de base pour développer n'importe quel état sur cette base-là. Et donc, psi n, c'est psi n. Je vais la... C'est juste un problème de notation. C'est que là, je fais comme si le vecteur évoluait dans le temps. En fait, c'est si je prends un système qui, à l'instant t égale 0, se trouve dans l'état... Ah, faut que je change de... Je sens qu'il faut que je change de lettre. Alors, je vais l'appeler... Écoutez, je vais les appeler En. Excusez-moi, je vais les appeler En, comme on a toujours fait. Donc, En, c'est le vecteur propre de H associé à la valeur propre En. OK ?
C'est un tout petit peu subtil. Enfin, c'est très simple, c'est vraiment un problème de notation. Dès qu'on va avoir résolu ce problème de notation, je m'aperçois que sur mes notes, j'avais fait la même... Enfin, j'ai pas résolu ce problème de notation, donc on va le résoudre là. Donc, EN, c'est une base bien définie de vecteurs propres qui vaut ça. Maintenant, je vais considérer un système tel que l'état initial, donc psi, tel que l'état initial du système soit justement EN. D'accord? Ouais, on va changer. Écoutez, je vais l'effacer et réécrire. Enfin, il ne va pas changer grand-chose. En fait, on va juste changer ça. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Ah, je l'efface et je l'ai réécrit. On va le faire ensemble, tranquillement. Je suis désolé, c'est un problème de notation. Donc, ok, ça, c'est la base de vecteur propre de H avec la valeur propre EN. Très bien. Vous savez que si je multiplie EN par n'importe quel nombre, c'est encore un vecteur propre associé à la valeur propre EN. Alors vous me direz, il ne sera peut-être pas normé, parce que lambda n'est peut-être pas de norme 1, mais si je multiplie par e puissance i phi, ça c'est encore un vecteur propre de H avec la même valeur propre EN. Donc quand je dis, je prends une base de vecteurs propres, j'ai l'embarras du choix en fait. D'accord? Donc j'en prends une, et je ne veux plus y toucher pour ne pas changer sans arrêt les vecteurs par rapport auxquels je développe les autres. Donc, je prends une base, il existe une base, il en existe une infinité, mais en particulier, il en existe une base orthonormée de vecteurs propres de H associée aux valeurs propres EN que je note comme ça. Très bien. Et maintenant, je me pose la question, supposons que le système soit à l'instant t égale 0 dans un de ces vecteurs, dans un état correspondant à l'un de ces vecteurs de base. D'accord? Oui? Valeur propre associée à... Oui, alors du coup, à EN. Oui, oui, c'est bien ça. OK, donc, ça définit ma base de vecteurs propres. Maintenant, supposons que le système soit à l'instant t égale 0 dans l'état psi de 0 qui se trouve être un de ces EN. Comment évolue ce système? Alors, c'est simple. J'écris l'équation de Schrödinger pour ce système. Et j'ai donc IH bar d sur dt psi de t qui vaut H psi de t. Ça, alors H psi de t, quand t vaut 0, ça vaut EN fois psi de 0. Puisque psi de 0, c'est EN. Eh oui. Bon, bah donc on va utiliser, on va utiliser la relation formelle qu'on a déjà écrite. En fait, ça, je peux l'écrire, psi de t, voilà, je le fais très bien, pas de souci. Psi de t égale e puissance moins i h sur h bar t psi de 0. OK? Ça, c'est juste l'équation, l'intégration formelle. H ne dépend pas du temps, donc c'est comme ce qu'on a vu pour l'opérateur U, c'est pareil pour l'opérateur psi, on a probablement déjà écrit ça. Si vous voulez, ça, c'est l'opérateur U qui fait passer de 0 à t. Hein. On a déjà vu ça. Donc ça, c'est vrai, d'accord? Maintenant, que vaut ça? Eh bien, ça, c'est l'opérateur identité plus moins i ht sur h bar plus moins i ht sur h bar, le tout au carré sur 2 factoriel, plus, pareil, d'accord, enfin, le développement de l'exponentielle, tout ça appliqué à psi de 0. Mais psi de 0, c'est EN.
OK? Alors, H appliqué à EN, c'est EN. H2 appliqué à EN, c'est EN carré EN. H3, c'est EN cube EN, etc. Donc ça, en fait, maintenant, si j'applique ça à EN, ça va faire, alors 1 fois EN, ça fait EN, plus, donc, moins I EN sur H bar T appliqué à EN, plus moins I EN T sur H bar, tout ça carré sur 2 factoriel appliqué à EN, plus etc. au cube sur 3 factoriel, plus puissance 4 sur 4 factoriel. Et ça, c'est donc un certain truc en facteur de EN. Quel truc? Eh bien 1, moins plus ça, plus celui-là, c'est-à-dire l'exponentielle en question. Donc finalement, j'obtiens psi de t égale E puissance moins I ENT sur H bar appliqué à EN. Ce EN étant psi de 0. Donc c'est ça que j'aurais obtenu en continuant avec ma mauvaise notation, parce qu'il y avait une ambiguïté. Je parlais d'un vecteur de base et je regardais comment il évoluait dans le temps. Mais ce n'est pas le vecteur de base qui évolue. Le vecteur de base, il est fixé. Mais si j'ai un état, si j'ai un système qui est dans un état à l'instant 0, qui est un des vecteurs de base, alors voilà comment il évolue. Donc là, je ne sais pas s'il faut écrire EN ou psi de 0, c'est pareil, là pour le coup. Hein. Donc c'est comme vous voulez. Bon, j'ai écrit ça, je vais écrire les deux, comme ça vous aurez les deux, parce que là c'est vrai maintenant, la notation est correcte. Alors je vais écrire la conclusion. Voilà, conclusion de cette petite étude toute simple qui prend 3 lignes mais qui nous a pris 10 minutes. Donc, conclusion. Si le système se trouve dans un état propre du hamiltonien, EN, son évolution temporelle, donc c'est psi de 0 qui est égal à EN, voilà. Si le système se trouve dans un état propre du hamiltonien, à l'instant t égale 0, enfin n'importe quel instant, choisissez l'instant 0 où vous voulez, mais psi de 0 égale EN, son évolution temporelle est donnée par psi de t égale E puissance moins I EN sur H bar t. Alors ça c'est bien sans dimension, hein, à nouveau, hein, H bar c'est une énergie fois un temps, fois psi de 0. Ou encore ceci, hein, c'est la même chose. Voilà. OK? Autrement dit, le vecteur d'état du système, qui est démarré sur un état propre, avec la valeur propre EN, reste au cours du temps un état propre avec la valeur propre EN. Parce que ce vecteur-là, ce n'est rien d'autre que celui-là fois un nombre, fois une phase, un nombre. Donc il a la même norme, hein, évidemment, parce que ça on le savait déjà, parce que l'opérateur d'évolution est un opérateur unitaire, donc ça garde la même norme. Donc on ne pouvait pas, enfin voilà, si c'est multiple de n, c'est forcément fois une phase, enfin un nombre de modules 1. Mais vous voyez que c'est un multiple de n, et donc c'est à nouveau un vecteur propre pour la valeur propre en. Donc si le système se trouve dans un état propre du hamiltonien
son évolution, donc associée à la valeur propre En, c'est-à-dire qu'il a une valeur bien définie de cette grandeur physique, dont pour l'instant rien n'indique que c'est l'énergie, on l'a noté H, c'est tout. Donc c'est un opérateur hermitien, il est égal à son adjoint, il est donc associé à une grandeur physique, et les états propres de cette grandeur physique sont des états qui ont une valeur bien définie de la grandeur physique en question. Donc cet état-là, si je mesure la grandeur H, je vais trouver En, parce qu'il y a une valeur bien définie, à coup sûr, 100% des cas. Si je suis dans un état à valeur bien définie de H, de la grandeur H, eh bien au cours du temps, je garde cette valeur, quoi qu'il arrive. Parce que si vous remesurez H sur cet état-là, qui n'est qu'un multiple de En, vous allez à nouveau trouver En. Donc la valeur bien définie de la grandeur H reste constante. Et c'est là où on voit que c'est effectivement bien l'énergie, cet opérateur. Alors ça pourrait être une fonction de l'énergie. Alors ça, les dimensions d'une énergie, mais ça pourrait être 3 fois l'énergie. Enfin, de toute façon, ce qu'on appelle énergie, ça dépend des unités qu'on choisit. Donc, bon. C'est l'énergie au sens où, si l'évolution dans le temps ne dépend pas du temps, si H ne dépend pas du temps, d'accord ? Donc si on a vraiment invariance par translation dans le temps pour notre système, les états qui correspondent à une valeur bien définie de H gardent cette valeur bien définie. Donc c'est la quantité qui se conserve lorsque on a une invariance par translation dans le temps. Eh bien ça en physique classique, c'est l'énergie. D'accord ? Oui. Donc il n'y a aucune différence d'écrire sur H ou sur H. En fait, là. Aucune... On pourrait redéfinir H l'hamiltonien avec le petit h, c'est pas le H bar. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est juste un facteur multiplicatif. Parce que c'est celle qui, dans la description qui vient de la physique classique, quand vous avez une onde progressive, vous avez un E puissance I KR moins oméga T. D'accord ? Ce oméga, la pulsation, est relié avec la définition d'énergie qu'on avait. On a pour un quantum, un photon, champ électromagnétique, vous avez E qui vaut H bar oméga, c'est-à-dire H nu. Hein. Mais si on avait décidé depuis toujours d'appeler l'énergie 3 fois l'énergie, ça changerait quoi? C'est juste changer l'unité de l'énergie. Si au lieu de la mesurer en joules, je la mesure en tiers de joules, eh bien maintenant, d'un seul coup, l'énergie, elle vaut 3 fois ce qu'elle valait avant. C'est le même objet, ça n'a pas... D'accord? Donc, qu'on mette H bar, qu'on mette H, ça, moyennant une redéfinition de l'énergie, mais qui ne changera rien à la physique, évidemment, c'est la même chose. Bon, alors, ces états-là, donc les états propres du Hamiltonien, on appelle ces états, donc ceux qui ont une valeur bien définie de l'énergie, les états, on les appelle des états stationnaires, enfin on les appelle états stationnaires. Alors, il faut faire attention à cette appellation. Pourquoi état stationnaire? Parce qu'en fait, cet état-là, à l'instant t, psi de t, et l'état psi de 0, qui était juste En, en fait, ça désigne le même état physique, dans la mesure où si vous faites une mesure de l'énergie ici,
vous allez obtenir En dans tous les cas. Mais si vous faites une mesure de n'importe quelle grandeur physique sur cet état-là ou sur celui-là, vous aurez la même probabilité d'obtenir n'importe quel résultat. Puisque si vous mesurez la grandeur G, qui peut avoir comme valeur G1, G2, Gn, par exemple. Enfin, Gp, c'est pas le même n. D'accord ? Si vous mesurez la grandeur G dans cet état-là, ben vous allez avoir la valeur G1 avec la probabilité module de G1 psi au carré. Vous allez obtenir la valeur G2 avec la probabilité module au carré de la composante de psi suivant G2, etc., etc. D'accord ? Mais maintenant, si au lieu d'être dans cet état-là, vous êtes dans l'état E puissance I phi psi, vous allez obtenir cette probabilité d'obtenir G1 dans cet état-là. Mais ça, c'est la même que ça, puisque ça, c'est juste E puissance I phi modulo carré, c'est-à-dire 1 fois ça. D'accord ? Donc, que vous soyez dans... C'est une chose qu'on a déjà dite plusieurs fois, mais je le remontre explicitement ici. Si vous êtes dans cet état-là, ou dans l'état E puissance I phi psi, quel que soit phi, vous avez la même probabilité d'obtenir n'importe quel... Enfin, le résultat de n'importe quelle grandeur physique. Donc, physiquement, c'est le même état. Enfin, il a toutes les mêmes caractéristiques. Il est absolument indistinguable de l'état... Enfin, cet état-là et celui-là sont indistinguables du point de vue physique. Ce n'est pas le même vecteur, évidemment. Il diffère par un nombre. Mais ça représente le même état physique. Oui ? Ils sont vraiment indistinguables, il n'y a pas moyen de retrouver la phase, de retrouver l'interaction. Alors, ça et ça, comme on le voit, ils se comportent de la même façon vis-à-vis de toutes les grandeurs physiques. Par contre, il ne faut pas conclure que ça égale ça. Ça n'est pas égal à ça, parce que si vous avez un certain psi 1, et puis un certain psi 2, puis vous faites l'état qui est psi 1 plus psi 2. Ça, c'est un certain état. OK. Maintenant, si vous faites E phi 1 psi 1, E puissance phi 1 psi 1, plus E puissance phi 2 psi 2, alors là, soit phi 1 égale phi 2, et vous pouvez mettre en facteur, et donc vous allez avoir E puissance I phi facteur de ça. Et là, c'est le même. Ils sont indistinguables à nouveau. Par contre, ça et ça ne sont pas du tout indistinguables. Puisque justement, ce n'est pas la même proportion. Enfin, d'accord ? Ils seraient indistinguables vis-à-vis de la grandeur physique dont ces vecteurs-là sont vecteurs propres, puisque la probabilité d'obtenir lui serait 1, enfin, il faudrait qu'il soit normalisé, ce serait le module de ça au carré et l'autre module de ça au carré, mais vis-à-vis d'une autre grandeur physique, ce serait plus du tout la même chose. OK ? Donc, je ne dis pas que ce vecteur est le même que celui-là, je dis néanmoins qu'il se comporte de la même façon vis-à-vis de toutes les grandeurs physiques, lorsqu'ils sont juste considérés par eux-mêmes. Et voilà pourquoi il y a un sens à dire que lorsque le système se trouve dans l'état En, il est dans un état stationnaire, parce qu'il va évoluer dans le temps, mais il va évoluer juste par une phase qui ne va pas modifier sa nature physique, son comportement vis-à-vis des autres grandeurs. Donc on l'appelle stationnaire. On ne devrait pas en toute rigueur l'appeler stationnaire, parce qu'il n'est pas constant. Il varie, mais il varie juste par une phase. Donc on a décidé de leur donner un nom qui reflète quand même le fait que le comportement, l'état du système est quand même essentiellement le même à chaque instant, même si son vecteur d'état varie par une phase, et on les a appelés états stationnaires. OK ? Donc ça, c'est la définition de l'état stationnaire. Quelle heure est-il ? On va peut-être faire une pause maintenant. On va faire une pause maintenant. À moins que vous vouliez continuer d'un trait, mais... OK, on se retrouve dans 10 minutes. Un petit quart d'heure. 12 minutes. OK, à tout de suite.